Et on parle de la loi de bioéthique. À présent, on l'a cru enterrée, repoussée au calende grec. Elle sera finalement examinée en deuxième lecture à l'Assemblée ce 6 juillet. La mesure dont on a beaucoup parlé, c'est évidemment l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Mais il y a beaucoup d'angles morts, et notamment la situation des personnes intersexes. Les associations réclamaient un arrêt des opérations chirurgicales de réassignation systématique à la naissance. Ce n'est pas ce qui a été retenu pour l'instant. On en a discuté avec Loé Petit, membre du collectif Intersexe et Alliés, et avec Mila Petkova, avocate au barreau de Paris. Quelle place ont les personnes intersexes dans le traitement médiatique lié à leurs droits, notamment comparé à celle des médecins? Alors déjà, je pense qu'il faut noter une évolution sur ça. On avait fait une première table ronde avec l'association des journalistes LGBTI, donc la SJL, entre la JL et le collectif Intersexe et Alliés, le 8 novembre 2017. Et à l'époque, on avait fait un premier état des lieux de la situation du traitement médiatique des personnes intersexes et des questions intersexes. Et puis, comme vous le savez peut-être, on a sorti ensuite un guide ensemble je regarde mes notes, le 15 mai 2018. Et c'est vrai que depuis, alors c'est pas lié seulement au guide, je pense que c'est aussi lié au fait que le collectif est devenu beaucoup plus visible, qu'il y a eu un certain nombre d'événements en termes institutionnels aussi. Mais on a eu une nette amélioration du traitement médiatique des questions intersexes, et en particulier liées aux droits des personnes intersexes. Il y a eu vraiment, enfin, parce qu'il faut le dire, parce qu'on critique beaucoup les médias aussi, donc il faut aussi dire quand il y a des améliorations, notamment sur la question de l'iconographie, parce qu'avant on avait des représentations avec un visage à moitié masculin, à moitié féminin, ou l'hermaphrodite endormi au Louvre, etc. Et maintenant, on a beaucoup plus des photos de cortège, par exemple, des drapeaux, enfin des choses plus militantes. Donc ça, par exemple, c'est beaucoup mieux. Par contre, on constate aussi qu'il y a quand même encore une rupture, j'ai envie de dire, qui s'accroît, qui s'aggrave, entre la presse un petit peu généraliste, voire progressiste, les web médias, la PQR, des médias qui en général reprennent plutôt ce que font leurs collègues, qui sont un petit peu comme ça dans le milieu médiatique, sans forcément avoir des positions très fortes d'abord sur la question, qui vont beaucoup plus vite progresser sur ces questions-là. Et on le voit aussi dans la façon dont les articles sont traités, dans la façon dont les questions nous sont posées. Et d'un autre côté, des médias qui sont plus centrés santé, centrés médecine, et des médias plus de droite dure, ou de gauche, mais de gauche très, j'ai envie de dire bourgeoise, c'est-à-dire une gauche en fait où il y a beaucoup de médecins, où il y a une certaine sensibilité au corporatisme médical, où là par contre on va avoir une présence des médecins qui reste très forte, où on peut avoir en gros par exemple autour de la loi de bioéthique, on a vu des traitements médiatiques qui vont être très, très hostiles à la législation sur les mutilations, parce que il y a une hostilité générale sur la loi de bioéthique qui va autoriser la PMA, etc., et qui du coup contamine un peu ces questions-là. Et en gros, une réaction, une résistance à tout ce qui peut être de l'ordre de la critique du corps médical. Donc ça, c'est quelque chose qui se maintient pendant que la plus grande partie des médias français tend quand même à s'améliorer sur ces questions-là. Du coup, cette divergence entre ces deux tendances médiatiques, ça correspond à ce qui se passe actuellement dans la société et dans les institutions, c'est-à-dire une majorité droits humains qui voit assez facilement le problème avec la situation des personnes intersexes, et un courant corporatiste, réactionnaire, qui va défendre les pratiques médicales et de façon très, très dure en fait, et très hostile à ce que les personnes concernées elles-mêmes ont à dire sur le sujet. Mila, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Loé. Je pense que le traitement médiatique est vraiment à l'origine du regard que portent et porteront les personnes qui connaissent peu ou qui connaissent pas le sujet. Et je pense que c'est très important de bien porter ce regard médiatique et de bien le classer.
C'est-à-dire que je vois là une petite complexité du sujet médiatique dans la mesure où, par exemple, la question intersexe, elle est beaucoup prise en compte par le prisme de la rubrique société dans les médias. C'est évident qu'elle doit l'être parce que c'est une question avant tout sociale, mais je pense qu'il faut aussi approcher cette question d'un point de vue aussi plus spécifique, qui est aussi la case justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir toujours un regard qui est purement généraliste. Autant on a du mal à comprendre le traitement de la question intersexe par le biais case médicale ou problème à résoudre, parce qu'aujourd'hui, la question intersexe, elle est présentée surtout dans les médias comme des choses à résoudre, des problèmes, etc. D'où cette complexité-là, à la fois un regard qui est social, donc cas société, mais à la fois, il faut aussi montrer que c'est une question aussi de justice, c'est une question de droit, et surtout, c'est une question de droits humains, puisqu'il faut mettre l'accent dessus. C'est qu'aujourd'hui encore, on l'a vu ensemble, dans le communiqué de l'OPESC, on voit bien, donc c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, on voit bien que dans ce communiqué, on refuse de parler en termes de droits humains, mais qu'on a une approche qui est strictement technique. Donc, je pense qu'on peut sortir d'une approche strictement technique qui est celle des médecins, parce qu'on parle beaucoup d'intersection et de médecine, mais on pense avec Chloé, je pense, qu'il faut sortir de cette technicité-là, non pas pour ne pas rester dans le technique, mais pour aller rejoindre un autre côté technique qui est aussi celui des droits humains et de la justice, et sortir un peu de ce prisme qui est toujours intersexe médecine. On est bien évidemment au-delà de ces questions-là. Et est-ce que vous pensez que le manque d'information de la part des autorités médicales sur le sujet des mutilations intersexes, je pense notamment au nombre de mutilations qu'il y a en France par an, enfin qui est un chiffre assez peu facilement accessible, est-ce que vous pensez que c'est un frein à la médiatisation de ces enjeux? Je pense que c'est une fausse question. Après, l'enjeu, c'est pas tellement de savoir combien de personnes sont concernées, c'est la gravité de ce qui est fait à ces personnes. Et je pense que du coup, les notions qu'on n'a pas et qui manquent dans le fait que les centres de référence et les centres hospitaliers refusent, ils les ont, hein, les chiffres, ils refusent de communiquer sur ces chiffres, ils refusent de les donner. Je pense que l'enjeu, c'est moins de savoir combien de personnes sont touchées que combien d'actes sont réalisés et quels actes sont réalisés. Je pense que ça ouvrirait un peu les yeux à un certain nombre de gens si on se rendait compte du nombre de petites filles à qui on fait des clitoridectomies ou des récessions clitoridiennes, du nombre de petites filles à qui on impose des vaginoplasties et du nombre de vaginoplasties et de dilatation vaginale qu'impose le fait de vouloir créer des organes génitaux conformes aux normes hétéropatriarcales. Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, à quel moment on se rend compte que, par exemple, pour qu'un garçon ait un pénis d'une taille qui convient au médecin, il va falloir des dizaines d'opérations. C'est ça le problème. Parce qu'actuellement, les médecins ont beau jeu de dire c'est juste un petit acte qui est fait à la naissance, l'enfant ne s'en souvient pas, etc. C'est ça les mensonges. C'est ça qu'il faut exposer. La question, c'est pas combien de personnes sont concernées. C'est ce que ça représente un parcours médical d'une personne intersexe aujourd'hui. Et je pense aussi que le fait que les médecins n'en parlent pas ou en parlent peu, puisque finalement, dans les médias, ils n'osent pas parler. C'est ça aussi, c'est un sujet, un point important. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ils ont eux-mêmes la conscience du caractère illicite ou illégal de ces pratiques-là, puisqu'ils en parlent peu. Aujourd'hui, nous, à part quelques prises de position ponctuelles dans les médias, la parole est surtout, je trouve, donnée aujourd'hui aux personnes intersexuées qui, face à ce manque de parole publique portée par les médecins, eh bien, ils peuvent enfin exprimer le point de vue des droits humains. Et sur les données, c'est ce que dit Loé, sur les données, ce n'est pas qu'on n'a pas accès. Évidemment, nous n'avons pas accès et cet accès-là est difficile, mais c'est surtout qu'il est rendu difficile et que nous avons les moyens, si tout le monde participait et si on nous ouvrait l'accès, évidemment qu'on pourrait y accéder avec quelques démarches administratives, évidemment. Mais aujourd'hui, ces données de santé sont gardées et elles ne sont que communiquées à des personnes très particulières et pas en totalité. Et il y a aussi une difficulté, c'est que
c'est que sans regard médical qui soit indépendant, impartial, ces données-là sont difficilement également exploitables. Donc, vous voyez bien que cet accès-là, ce n'est pas qu'il est difficile en soi, c'est un accès qui est rendu difficile. Et avec l'association Altercorpus et avec le CIA, nous avons demandé depuis de nombreuses années d'avoir accès à ces données de santé. Et ce n'est que récemment que nous avons eu un accès partiel à ces données de santé. Et donc les questions autour du projet de loi bioéthique, elles se sont beaucoup centralisées autour du sujet de la PMA. Comment vous expliquez, alors que l'arrêt des mutilations intersexes était en jeu, qu'on n'ait pas du tout entendu parler de cette question dans les médias? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Pour les gens qui, comme nous, sommes extrêmement attentifs, il y a eu quelques articles. Après, le problème, c'est qu'il y a surtout eu beaucoup plus d'articles après le vote. C'est-à-dire là, il y a eu beaucoup d'articles sur les amendements. Visant à organiser la prise en charge des enfants intersexes. Je pense qu'il y a eu assez peu d'envie finalement de la part des journalistes de s'intéresser à ces amendements-là, alors qu'il y en a quand même eu beaucoup qui ont été déposés. Il y a eu 2 heures de débat à l'Assemblée nationale. Le CIA avait produit des communiqués pour se positionner. Il y a eu quand même un certain nombre de rapports qui étaient sortis avant, de la part de diverses commissions et autres conseils, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'institutions de droits humains qui s'étaient positionnées en amont de la loi de bioéthique sur la question intersexe. Donc, des éléments sur lesquels s'appuyer pour des journalistes qui voudraient faire ce travail, il y en avait. Après, on sait que c'est difficile pour les journalistes de faire du travail de fond, de prendre le temps, de lire tout ça. Et en particulier, je pense qu'il y avait une certaine technicalité dans les amendements, de subtilité sur la différence entre urgence vitale, nécessité médicale, acte de conformation sexuée ou modification des caractéristiques sexuelles, qui sont des termes qui sont, je pense, peu transparents en réalité. Enfin, les nuances ne sont pas forcément évidentes pour des gens qui ne sont pas vraiment dans l'activisme intersexe depuis longtemps. Je pense que c'est quand même dommage qu'aucun journaliste n'ait essayé de nous demander de les expliquer et de faire un peu de pédagogie là-dessus. Parce que pour nous, c'est assez clair ce qu'on aurait pu expliquer là-dessus. Par contre, le problème qu'on a vu, c'est après le vote des amendements, des articles triomphalistes de la part des médias qui ont eu du mal à avoir un recul sur le discours tenu par la majorité parlementaire et qui, du coup, ont relayé de façon complètement acritique des affirmations qui étaient très éloignées de la réalité sur la supposée protection que ces amendements offriraient aux enfants intersexes. Donc ça, c'est vrai que là, on a eu besoin de solliciter les médias ou de répondre favorablement de façon un petit peu plus volontariste à des médias qui seraient ouverts à proposer un contre-discours là-dessus. Parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de difficultés à critiquer les amendements proposés par la majorité avant et après le vote de la loi. Je voudrais compléter en disant que, en fait, les questions intersexes ne faisaient pas partie au début du projet de loi bioéthique. Et c'est ça aussi une des difficultés, c'est que les médias se sont concentrés sur le contenu de la loi, ce qui est normal, mais c'est nous, c'est vous qui étions obligés du coup d'œuvrer pour que la question intersexe soit intégrée dans les débats. Nous avons eu des appels de vos confrères journalistes, je rejoins Loé sur ce point. Les appels qu'on a reçus, c'était des appels qui étaient évidemment bienveillants, mais on voyait bien que les journalistes ne connaissaient pas très bien le sujet, puisque c'est un sujet, bon, on peut dire qu'il est neuf, etc. Ça fait quand même quelques années qu'on le connaît, et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on nous contacte, c'est pour qu'on réexplique depuis le début de quoi il s'agit, avec les mêmes questions, etc. Donc, il y a un écueil qui est celui du traitement médiatique qui reste quand même toujours grand public et qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'aller dans le détail, d'avoir un suivi qui est vraiment un suivi en matière de bioéthique ainsi qu'un suivi des débats parlementaires et du calendrier parlementaire
qui ferait que en fait l'information que nous on peut communiquer, elle est beaucoup plus immédiate et elle est beaucoup plus facile du coup à traiter par les journalistes s'ils ont suivi depuis le début donc la question intersexe, les luttes et tout ce qu'on a écrit dans les journaux et tout ce qu'on a fait ensemble évidemment comme apparition médiatique et explication médiatique. Je pense que si on avait une information qui soit vraiment spécialisée de bout en bout, ça serait déjà plus facile de la communiquer au grand public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un traitement médiatique qui reste grand public, eh bien, on va se concentrer plus sur l'intelligence artificielle, sur la PMA, et on ne sera pas forcément au courant qu'au sein même de la discussion du projet de loi, il y a des évolutions, puisqu'au début, la question intersexe n'y faisait pas partie, et maintenant, elle fait partie. Alors, pour parler de cette loi de bioéthique, nos invités, cette fois Maëlle Lecor, journaliste et auteure de la PMA pour les nuls. Et puis Sandrine Gatchou, vous êtes présidente de l'association des personnes afro-descendantes en parcours de PMA. Et vous avez créé sur YouTube vos sites Moi. Merci donc à toutes les deux d'être là. Comment vous expliquez l'une et l'autre que les médias aient eu autant de mal à s'intéresser à autre chose que l'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux célibataires ? Je pense qu'il y avait une envie médiatique de rejouer un peu le match du mariage pour tous et que du coup la PMA était cette continuité-là, vu qu'à la base la PMA devait être discutée juste après le mariage pour tous, ça a été retoqué et retoqué et retoqué jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui à enfin une discussion au Parlement qui a débuté à l'automne dernier. Donc je pense qu'il y a cette envie un petit peu de dire c'est la suite en fait, c'est un peu la continuité, donc on va se focaliser là-dessus alors que la révision des lois de bioéthique, on sait très bien que ça ne concerne pas que la PMA, il y a l'euthanasie, il y a la recherche, il y a énormément d'autres sujets, il y a la mutilation des enfants intersexes aussi, voilà, il y a énormément d'autres sujets, mais la PMA a effectivement concentré les regards en fait. Sandrine ? Je rejoins complètement ce que dit Maëlle. Effectivement, c'est une continuité du mariage pour tous. Naturellement, aujourd'hui, les médias, enfin les médias traditionnels, c'est aussi, il y a eu beaucoup de traitements médiatiques, les pour et les contre. C'est à qui, les accès de colère, à qui va monter l'audience. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, ce sentiment-là, que c'est vraiment que ces sujets-là qui ont été traités, les pour et les contre, quoi. Donc, oui, c'est pour moi, c'est pour ça que d'autres personnes ou d'autres minorités sur les sujets n'ont pas été abordés. Et il y a beaucoup de sujets très intéressants dans la loi de bioéthique, notamment l'édition des génomes, parce que les personnes noires ont une diversité génomique assez importante. Ça, effectivement, on n'a pas fait aborder ça dans les médias, ces sujets-là. Il y a eu le HLA, le DPI-HLA, qui est aussi un sujet qui nous concerne, nous les personnes noires, parce que voilà, moi je traite vraiment c'est les problématiques des personnes noires. Donc j'ai beaucoup parlé que de ça, donc vraiment désolée si effectivement je n'aborde pas d'autres sujets parce qu'on est déjà très peu présente et très peu visible dans les médias. Par exemple, le fait qu'une personne noire a des difficultés de retrouver une personne compatible en HLA, le DPHLA permet à un couple en fait de personnes noires de pouvoir avoir plusieurs embryons et de pouvoir aider l'enfant qui est malade de la drépanocytose par exemple, ou de maladie du sang. Donc c'est vraiment ces sujets-là qu'on n'a pas vu apparaître, mais c'est riche. C'est riche la loi de bioéthique, mais on n'a parlé que de la PMA pour toutes. En fait. C'est vrai que vous avez expliqué plusieurs fois dans quelques interviews votre parcours, c'est-à-dire cette difficulté de trouver des gamètes en tant que personne racisée. Et du coup, vous êtes obligé d'aller à l'étranger, de débourser énormément d'argent. Vous avez été interviewé souvent. Comment ça s'est passé, les interviews avec les médias ? Pour les médias, on parlait que de mon parcours. On m'a jamais interpellé sur la loi de bioéthique. Notamment, peut-être on n'a pas d'avis, sans doute, j'en sais rien. C'est la question, je ne sais pas. Oui, il y a une pénurie en fait de ovocytes de phénotype noir parce que l'agent biomédecine aussi, il y a ce qu'on appelle l'universalisme républicain. On ne veut pas voir effectivement les communautés. Ça existe les communautés, donc faut le dire. Et c'est important l'entre-soi aussi pour après aussi une fois qu'on est ensemble, on discute et pouvoir aborder les sujets à l'extérieur du groupe qui est le nôtre. Donc oui, il y a l'agent biomédecine qui faisait
la publicité, l'information au niveau du don, c'est les médias comme Elle. Enfin, les femmes noires, on ne lit pas Elle, par exemple, il faut le dire. Donc voilà, il y a nos médias communautaires où on ne voit pas ce sujet-là. Donc moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, donc je suis allée dans les rues de Paris, à Marseille, pour faire la diffusion du don de vos sites et pour nous rendre visibles. Et à travers les vidéos sur la YouTube, effectivement, ils ont rendu compte que, tiens, il y a une personne, finalement, si l'État ne fait pas quelque chose, parfois, on se voit obligé de faire ça, de faire ça pour nous. Et aussi cette problématique-là, parce qu'au niveau même européen, lorsque je suis partie, oui, à l'étranger, au Portugal, les cliniques, notamment, c'est plus cher pour les ovocytes noirs. Ah oui, c'est plus cher. Oui, dans ces cliniques, c'est beaucoup plus cher. Moi, par exemple, pour parler de mon cas personnel, j'ai dû renoncer au phénotype noir parce que le marché aujourd'hui, il est porté uniquement par le phénotype caucasien. Voilà, et la plupart même des cliniques aussi en Espagne vont acheter les gamètes, par exemple, dans les pays africains. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. Donc, une fois qu'on rentre dans le parcours-là, qu'on va creuser sur les sujets des gamètes, c'est une marchandise, clairement, pour de dire comme ça. On achète là, on propose, et parfois on propose à des prix aussi parfois importants, alors qu'on achète déjà dans notre pays. Donc c'est quelque chose, voilà, la demande, l'offre et la demande est plus importante pour les gamètes caucasiens. Alors, les médias, Maëlle, expliquent souvent, quand il est question de bioéthique, de PMA, qu'ils ne peuvent pas bien traiter le sujet parce que les gens ne veulent pas se déplacer pour parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, il faut comprendre qu'en face, souvent l'interlocuteur, c'est la Manif pour tous, c'est les associations, les familles catholiques, voilà, c'est toutes ces collectifs, ces associations qui font partie de la nébuleuse de la Manif pour tous. Et c'est des gens qui sont rendus très facilement disponibles pour parler dans les médias, qui ont des éléments de com tout prêts, qui ont des communiqués de presse rodés, qui savent y faire en fait avec les médias, qui ont compris comment fonctionne la machine médiatique, qui sont rodés à ça. Et je pense qu'en face, les associations homoparentales, par exemple, n'ont pas cette force de frappe. En fait, elles n'ont pas la même force de frappe. Et je pense que du coup, c'est plus compliqué de faire face à ça. Et je pense aussi qu'il y a un truc assez décisif, c'est que une asso homoparentale va être représentée par quelqu'un qui est concerné dans sa vie personnelle parce qu'elle va défendre sur le plateau. En face, Ludovine de la Rochère, ça ne la concerne pas en fait cette question-là. Elle va asséner des arguments scientifiques ou idéologiques ou philosophiques, voilà. Mais en soi, quand on est concerné directement aussi, on prend un risque médiatiquement à se mettre en avant. Et ça, je pense que là-dessus, quand on prend les pour et les contre, on ne part pas du même endroit, en fait. C'est ça le résultat, c'est que d'un côté, il y a un risque et d'un côté, il n'y en a pas. Voilà. Le fait que les médias ne s'emparent pas des questions comme celles que vous avez abordées aujourd'hui fait qu'elles sont invisibles. Vous avez le sentiment qu'elles sont abandonnées aussi par le politique, du coup. Je veux dire que c'est lié, le lien média-politique et évolution de la loi. Pour moi, oui. Enfin, il y a ce lien-là parce qu'effectivement, quand on devient plus visible, là, les politiques, ils sont interpellés parce que ça fait plus de bruit, ce qui est normal. Je rejoins assez ce que a dit Maëlle. Hein. Vraiment, c'est pertinent ce qu'elle dit parce que, oui, même dans la représentation des médias, c'est que on est déjà concerné. Moi, j'ai été dans le parcours de PMA, donc du coup, il y a finalement aussi s'exposer, parler de ça en bout de sa vie, aussi certains éléments également, et ce rapport-là d'être scruté, de remettre en doute sa parole, de questionner son témoignage, même son ressenti. Parfois, ça fait peur en fait qu'on est vraiment concerné parce qu'on est déjà englué dans certaines souffrances, parce que c'est aussi un parcours parfois douloureux. Donc c'est pour ça que des personnes en général qui ne sont pas concernées, on va plutôt aller vers ces personnes-là parce qu'on va être disponible et la personne qui est concernée sera peut-être moins disponible. Après, pour répondre à la question sur pourquoi effectivement nous, les personnes noires, n'ont pas été interpellées, là aussi dans la PMA, parce qu'on parle de la procréation, c'est les personnes noires, il y a tous ces préjugés racistes, font beaucoup d'enfants. Voilà, donc ça aussi, Emmanuel Macron lors du G20 à Hambourg, qui parle de aller, vous pouvez investir autant d'argent pour une femme qui fait 7 à 8 enfants, ça n'a pas apporté un grand progrès. Donc
Donc ça aussi. Mais ce qu'on oublie, par exemple, il y a Gérard Bourvier qui a écrit dans Variance sur l'NCA, qui est un statisticien, qui dit, par exemple, les descendants des immigrés font moins d'enfants que les femmes françaises. Ça, beaucoup de gens ne connaissent pas ces genres de chiffres. Vous allez à la PMA, dans les centres de PMA en Ile-de-France, vous allez voir, ceux qui consultent les PMA, c'est nous. C'est les personnes noires. Donc, finalement, il y a une dichotomie, en fait. Il y a une différence entre la réalité et effectivement les discours qu'on entend, et on ne voit pas les personnes, en fait, noires sur le devant de la scène, à part de leurs problématiques, leur parcours et les difficultés qu'on rencontre. Voilà, d'autres difficultés, il y a les dom-toms, par exemple. Dans les DOM, pour pouvoir faire la PMA, parce qu'il y a pareil aussi, il n'y a pas beaucoup de donneuses noires dans les DOM, elles sont obligées d'aller en Espagne, alors qu'il y a le clinique à Barbade, dans les Barbades, où on peut faire des accords. Comme Saint-Miquelon fait des accords avec le Canada, qui est à majorité blanche, il faut le dire. Donc Saint-Miquelon, voilà, donc qui ont des accords avec le Canada. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre, parce que finalement, on est écarté de ce débat-là, on ne se préoccupe pas de nous. Le sujet est vraiment vaste. Nos pathologies, les pathologies des personnes noires, les fibromes, les femmes noires errent de centres, de spécialistes en spécialistes, des années, finalement, elles se retrouvent avec une réserve ovarienne qui a été épuisée parce qu'on n'a pas trouvé des solutions pour leur problématique. L'endométriose, donc on fait les IST, bah ouais, elles sont hyper sexualisées, les femmes noires, elles font beaucoup l'amour, enfin forcément, parfois des mauvais diagnostics. C'est vraiment notre réalité elle est vraiment là, et ça on n'a pas, j'ai pas vu ça dans les médias, cet angle-là. On n'a pas abordé tous ces sujets-là. Alors Maëlle, l'autre angle mort, totalement mort, c'est la question des personnes trans. Là aussi, les médias, zéro. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? C'est pour ça que vous avez fait d'ailleurs la PMA pour les nuls? C'est rigolo de dire, justement, c'est trop compliqué. Très clairement, aujourd'hui en France, au niveau médiatique, il y a eu une amélioration quand on parle des questions trans, quand on fait un portrait d'une personne trans. Voilà. Il y a eu vraiment des améliorations ces dernières années là-dessus. Par contre, il y a clairement un prisme au travers duquel les journalistes voient ces questions-là, c'est-à-dire qu'on va parler de la transition, on va parler du coming out, on va parler des réactions de l'entourage. Voilà. On va circonscrire ce sujet à ça, et voire au-delà, c'est-à-dire l'idée que les personnes trans ont des familles, l'idée que des hommes trans peuvent avoir cette revendication de la PMA, parce qu'un homme trans peut être enceint, un homme trans peut accoucher d'un enfant et l'élever. Voilà, ça c'est des impensés en fait médiatiques, et de fait derrière, on a une loi qui avait cette possibilité d'inclure les personnes trans, et au contraire aujourd'hui on a une loi qui va permettre, je l'espère, aux femmes célibataires, aux couples de femmes d'avoir accès à la PMA, mais qui va derrière créer une nouvelle discrimination, c'est-à-dire que les personnes trans vont en être exclues. Vous disiez, c'est compliqué, mais c'est exactement ce qu'a dit Agnès Buzyn, en fait, au moment de retoquer les amendements de plusieurs députés en commission qui portaient justement sur l'inclusion des hommes trans sur la loi sur la PMA. Elle a dit, c'est compliqué. Non, ils ne connaissent pas, en fait. Mais c'est ils ne s'y intéressent pas. Il n'y a pas d'intérêt. Et au bout d'un moment, ce non-intérêt, ça devient aussi du mépris, en fait. C'est-à-dire que c'est une loi qui concerne des personnes, en fait. Donc le résultat, voilà, c'est ça, c'est que ça crée un impensé médiatique, en fait, concrètement, dans l'œil du grand public, si tant est qu'on puisse parler d'un grand public. Mais voilà, ça crée voilà, un vide, et effectivement, derrière, on a des ministres qui disent, bon, désolé, pas cette fois. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler sur ce plateau.